l'audience. D'une part, il faut la protéger. Et en tout cas encadrer. On parle beaucoup de toutes ces nouvelles pratiques. La question, c'est effectivement comment on les encadre. Pour nous en parler, on a la chance d'avoir reçu le témoignage de Stéphane Vegeta, qui est donc élu député de la 5e circonscription des Français de l'étranger, qui a proposé et été rapporteur de la loi influenceur de juin 2023. Quelque chose de tout frais. Je vous laisse avec son témoignage. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors je me présente, je suis Stéphane Vegeta, je suis député à l'Assemblée nationale, représentant des Français de l'étranger, mais surtout le co-rapporteur et l'auteur de la loi influenceur avec mon collègue Arthur Delaporte. Je viens aujourd'hui vous parler de la loi influenceur parce que c'était un texte qui a été très débattu, pas seulement à l'Assemblée nationale, mais aussi dans la sphère médiatique, dans le monde des réseaux sociaux, dans le monde des régulateurs également. C'est un texte important. C'est un texte qu'on a voulu vraiment défendre jusqu'au bout parce que d'abord, on a constaté qu'il y avait des abus, il y avait des dérives. Tout le monde l'a constaté, on en a beaucoup parlé. Et on pensait qu'il fallait vraiment prendre à bras-le-corps ces situations et y trouver des solutions pratiques. Alors, la première constatation qu'on avait faite, c'est d'abord quelque chose qui est très spécifique à l'influence, c'est le fait qu'on voit un basculement énorme en ce moment de la publicité, des canaux traditionnels, vers les réseaux sociaux. D'accord ? C'est pour ça qu'on a défini l'influence commerciale. L'influence commerciale, c'est pas l'influence en général, c'est vraiment la publicité qui est faite par des influenceurs pour, au nom d'un annonceur, faire la promotion d'un bien, d'un produit, d'un service, en contrepartie d'une rémunération. Rémunération en effectif ou en nature. À partir du moment où on a défini cette définition de l'influence commerciale, eh bien, ce qu'on a voulu faire à travers la loi, c'est d'abord clarifier les règles du jeu. Clarifier parce que trop souvent, et on peut le constater, je pense, régulièrement, et vous le faites sans doute aussi, l'influence commerciale, elle est utilisée pour contourner les règles du jeu qui s'appliquent habituellement au monde de la publicité. Contourner les règles du jeu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, qu'on sait très bien, quand on fait la promotion du vin à la télévision ou dans la presse écrite, que la loi E20 s'applique. Eh bien, si la loi E20 s'applique quand on fait de la pub pour du vin ou pour de l'alcool à la télévision ou à la radio, eh bien la loi E20, elle devrait également s'appliquer si cette publicité, elle se fait sur les réseaux sociaux à travers un influenceur. C'est le cas pour la loi E20, c'est le cas pour les règles qui entourent notamment et qui régulent la publicité sur les jeux d'argent, la publicité sur les investissements à risque et toutes les publicités qui ont trait à des produits qui exposent les consommateurs à certains risques, que ce soit de santé publique ou risque de perte ou risque corporel. À partir de là, donc, on a clarifié le fait que toutes les règles qui s'appliquent dans le monde réel, sur les canaux traditionnels à la publicité, s'appliquent également à la publicité à travers les influenceurs. Et donc, s'applique à l'influence commerciale. Ce qu'on a fait ensuite, c'est aller un peu plus loin. Aller un peu plus loin parce qu'on a fait un deuxième constat. Le deuxième constat, c'est que la publicité à travers les influenceurs, l'influence commerciale, elle se base sur une relation de confiance qui existe entre l'influenceur et son audience, et une relation de confiance qui n'existe pas forcément entre l'audience des canaux de publicité traditionnels et ces canaux. Par exemple, vous réfléchissez, vous pensez à une publicité qui vient interrompre le film du dimanche soir, eh bien cette publicité, vous la voyez apparaître sur votre écran et vous savez clairement qu'il s'agit d'une publicité. Ce n'est pas le film et ce n'est pas quelqu'un qui vous dit sincèrement ce qu'il pense de tel ou tel produit. Or, quand on parle de l'influence commerciale, il est très difficile parfois de dissocier ce que l'influenceur dit sincèrement, ce qu'il pense, et ce qu'on l'a payé pour dire. Par exemple, si un influenceur ou une influenceuse vous dit « Tiens, ce matin, je me suis réveillé, je me suis mis cette crème et franchement, c'était incroyable, maintenant ma peau est resplendissante », eh bien, vous pouvez vous demander, en tout cas, vous devriez le faire, est-ce qu'elle le dit parce qu'elle l'a vraiment fait et qu'elle le pense, ou est-ce que simplement, c'est la marque qui distribue cette crème qui l'a payé pour le dire ? Eh bien, on ne devrait pas avoir à se poser cette question. Cette question, elle devrait avoir sa réponse à l'écran à travers un hashtag publicité ou influence commerciale qui démontre qu'il y a un caractère commercial pour ce contenu. À partir de là, la transparence, elle est nécessaire pour ne pas abuser de la confiance dont on parlait plus tôt. Et l'abus de confiance, ça passe aussi par les images. Les images, c'est vraiment le cœur de la communication sur les réseaux sociaux et on sait que souvent, les images sont modifiées. Les images peuvent être transformées à l'aide de Photoshop, à l'aide de filtres. Eh bien, ce que nous on dit, c'est que si vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux, si vous êtes un influenceur et que vous utilisez une image modifiée de votre corps ou de votre visage, eh bien, il faut le dire. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas laisser penser les gens
que l'image de ce visage, de ce corps, est réelle si elle ne l'est pas. Parce que là, on devient contrevenant en termes de publicité mensongère. On applique aussi cette règle du jeu sur l'intelligence artificielle, à savoir on exige aussi une transparence sur le fait que certaines images ou films aient été produits par l'intelligence artificielle, parce que là encore, l'audience doit savoir si elle est en train de regarder la réalité ou une version édulcorée de la réalité. Donc ça, c'est vraiment les règles de base qu'on a fixées. Ensuite, on s'est dit, l'influence commerciale, c'est un moyen de publicité effectivement très, très efficace. Et donc, c'est un moyen de publicité qui mérite parfois qu'on aille un peu plus loin en termes d'encadrement que la publicité traditionnelle. Je pense à la chirurgie esthétique. Le problème de la chirurgie esthétique et des messages à visée, qui visent à promouvoir des produits à visée esthétique sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est qu'ils s'adressent trop systématiquement à des personnes de l'audience qui suivent ces influenceuses ou ces influenceurs, et donc ils sont soumis à un barrage de messages constants et un barrage d'informations et de messages qui tendent à survaloriser la beauté physique et une certaine beauté physique, certains standards inaccessibles ou irréalistes de beauté physique par rapport à d'autres qualités humaines. Et ça, on pense que c'est assez détrimental pour la psyché, le développement psychologique et la perception des personnes. À partir de là, on se dit l'influence a une telle influence, effectivement, c'est le cas de le dire, sur son audience, qu'on ne peut pas permettre qu'elle soit utilisée pour faire de la publicité pour des chirurgies, des procédures de chirurgie esthétique ou pour des produits. À partir de là, on interdit purement et simplement. Il y a d'autres sujets, par exemple les jeux d'argent, sur lesquels on n'est pas allé aussi loin que l'interdiction, mais on a quand même essayé de trouver des solutions spécifiques pour faire respecter l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, par exemple, sur les jeux d'argent, c'est que si on a moins de 18 ans, on n'a pas le droit de jouer au poker en ligne, d'entrer dans un casino ou de jouer à des jeux d'argent et de hasard en général. Or, sur les réseaux sociaux, eh bien, les jeunes de moins de 18 ans, qu'ils aient 15, 13, 12, voire 11, eh bien, ils sont exposés. Ils sont exposés à de la publicité pour des jeux d'argent, à de la publicité pour du poker en ligne. Et ça crée des envies, ça peut créer à la longue des addictions, et c'est un problème de santé publique. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On n'interdit pas la publicité pour les jeux d'argent. En revanche, on dit, OK, faites-en si vous voulez, si vous êtes payé pour ça. Mais dans ce cas-là, vous devez la faire sur une plateforme, notamment YouTube par exemple, qui vous permet d'exclure de l'audience les participants, les membres de cette audience qui sont identifiés comme ayant moins de 18 ans. Donc là, on fait respecter l'esprit des règles. Si on a moins de 18 ans, on ne devrait pas être exposé à des publicités pour des produits qui nous sont interdits dans la vie réelle. Donc ça, c'est vraiment l'esprit de notre loi. Après, à l'évidence, on a régulé sur d'autres aspects, notamment on a régulé la relation commerciale entre les influenceurs, les annonceurs et leurs agences, en s'attachant notamment à ce qu'il y ait un certain équilibre des responsabilités et une co-responsabilisation, savoir s'il y a un problème avec le produit, s'il y a du dropshipping, s'il y a des dommages corporels ou des pertes qui sont subies par l'audience, par l'utilisateur, eh bien, c'est pas que l'influenceur qui doit payer, c'est aussi l'annonceur ou l'agence. Et c'est pour ça qu'on a vraiment insisté pour introduire le concept de co-responsabilité dans les contrats entre influeurs et agences ou annonceurs. À l'évidence, on essaye aussi, pour répondre à une certaine préoccupation, que même les influenceurs qui exercent depuis l'extérieur des frontières de l'Union européenne, et notamment depuis Dubaï par exemple, eh bien, même s'ils le font, eh bien, ils restent sujets à la loi française. Ils restent sujets à l'application des règles françaises, et notamment des règles que nous définissons dans ce texte. Je pense que c'est important, afin que l'expatriation reste quelque chose de noble et non pas seulement un simple moyen d'échapper à la loi et aux règles. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est est-ce que cette loi, elle va marcher? Est-ce qu'elle va avoir des effets? La bonne nouvelle, c'est que cette loi, elle a déjà eu des effets. Mais avant même d'être promulguée en juin dernier par le président de la République, on s'était rendu compte que cette loi avait beaucoup fait parler, avait beaucoup fait débattre, et en fait, elle avait déjà un caractère éducatif sur l'ensemble de l'écosystème. Non seulement sur les audiences, effectivement, et il est important que les gens soient conscients des dangers auxquels ils sont confrontés, des dangers auxquels leurs enfants sont confrontés, mais aussi auprès des influenceurs.
Et on a vu, avant même la promulgation du texte, des influenceurs, des influenceuses dire, eh ben, écoutez, là, j'ai pris conscience que je faisais des choses qui n'étaient pas forcément dans les clous. À partir de maintenant, je m'engage à faire mieux. D'ailleurs, j'ai demandé à mon avocat de me faire une liste des conduites à suivre, des démarches à faire, des hashtags appropriés, et je m'engage à le faire. Donc, on avait déjà cette prise de conscience qui a été assez notable. Ensuite, dès le lendemain de la promulgation de la loi, on a vu les régulateurs, et notamment la DGCCRF, donc la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, prendre les premières mesures coercitives, à savoir les premières sanctions contre des influenceurs et des influenceuses qui avaient mal agi. Et donc ces influenceurs, ces influenceuses, ils ont dû immédiatement, au lendemain de la promulgation de la loi, taguer ou agrafer, épingler sur leur feed, sur leur mur, eh bien, une annonce disant effectivement on a mal fait les choses, on s'est fait attraper la main dans le sac et donc on est soumis à une sanction et on vous le dit et on va laisser ceci épinglé pendant 30 jours sur notre compte. Ça c'est un peu ce qu'on appelle du name and shame. Ça revient à prendre un mauvais exemple et le monter en sauce pour permettre à chacun de prendre conscience de ce qui peut se faire et de ce qui ne peut pas se faire. Et enfin, eh bien nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a également des annonceurs qui ont pris conscience de cette nécessité d'avoir un comportement mieux-disant. Et dès la promulgation de la loi, on a vu aussi certains annonceurs, par exemple L'Oréal ou encore le PMU, eh bien, annoncer qu'à partir du moment où la loi a été promulguée, eh bien, ils n'allaient plus utiliser que des influenceurs qui auraient bénéficié du certificat de l'influence responsable. Le certificat de l'influence responsable, c'est un certificat, donc une certification qui est remise par l'ARPP, l'Agence de représentation des professionnels de la publicité, et qui démontre et prouve que ces personnes ont bénéficié d'une formation qui leur a permis de connaître les règles et qui aussi les engage à les respecter. À partir de là, je pense qu'on n'a pas gagné une bataille, on n'a pas gagné la guerre, mais en tout cas, on a fait une première étape, un premier pas dans la bonne direction. La France, grâce à ce texte, est le premier pays du monde à réguler l'influence commerciale. Pas l'influence, on ne touche pas à la liberté d'expression, mais l'influence commerciale, la publicité, on est le premier pays du monde à la réguler et imposer des règles de sens commun, de bon sens, qui vont protéger le consommateur, qui vont protéger les jeunes en particulier, et qui vont surtout s'attacher à définir des attitudes qui ne mettent pas en danger la santé publique. À partir de là, le combat n'est pas fini. Que ce soit moi, Arthur Delaporte, mon co-rapporteur, ou beaucoup d'autres collègues, on va continuer à agir pour sécuriser le numérique, pour sécuriser les réseaux sociaux et à trouver des outils à mettre dans les mains des parents pour leur permettre d'avoir confiance au moment de mettre dans la main de leurs enfants des écrans, du digital. Et donc, c'est une étape importante qu'on vient de franchir. Et je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler prochainement pour vous parler des prochaines étapes et des prochains défis.